Bonjour à tous et à tous. Merci d'être là et bienvenue à cette conférence. Je m'appelle Yannick Broca. Je suis accompagné de monsieur Mathieu Schmitt. Nous sommes tous deux responsables de projet au CIEN, c'est-à-dire au service informatique de l'entité neuchâteloise. Nous sommes en charge tous deux de la mise en place de Mendix au sein de l'administration neuchâteloise. Nous sommes venus vous faire un retour d'expérience sur nos 6 premiers mois d'utilisation de Mendix. Dans cette conférence, nous vous présenterons les raisons du choix de Mendix, pourquoi on a choisi du low-code et pourquoi Mendix. Puis, nous vous montrerons la stratégie qui a été mise en œuvre au sein de l'entité neuchâteloise. Puis, nous vous ferons en retour un bilan sur les 6 mois passés. Avant de commencer la conférence, j'aimerais vous poser juste une petite notion historique sur ce qu'est le CIEN et comment a évolué le CIEN. Le CIEN a été construit sur plusieurs entités d'informatique dans divers départements, c'est-à-dire ça a été la fusion de plusieurs départements informatiques de tous les départements de l'État neuchâtelois. Cela pendant 40 ans. Même dernièrement, on a rajouté une entité, on a rajouté l'entité des communes. Donc le CIEN a évolué pendant ces 40 ans en parallèle de l'évolution de l'informatique, dans un monde de plus en plus complexe et incertain. Quelque part, on est passé de plusieurs petits villages avec un système d'information qui lui était propre à une grande mégalopole où tous les systèmes sont interconnectés avec une évolution rapide et une intelligence de plus en plus complexe sur tous les systèmes, avec une interconnectivité de plus en plus forte. Je pense que ça doit parler à beaucoup de monde ici présent. Dans ce contexte, on a beaucoup de clients. Là, je vous montre une vue de ce qu'est l'administration cantonale, mais je pense qu'aussi ça doit parler à beaucoup d'entre vous. Quelque part, il y a beaucoup de métiers. On doit répondre à des besoins autant financiers, des besoins scolaires, des besoins pouvant aller jusqu'à une entité pour la gestion forestière. Donc on a un panel de clients très large. Ce qui nous amène à avoir, en plus de ces 40 ans de construction du CIEN, à avoir une stack plutôt construit un peu avec beaucoup d'éléments. On a du MS Access avec des stacks assez vieillissantes, MS Access, Uniface, du WebDev, où on a construit tout, ça c'est un peu l'historique du CIEN. On a rajouté du SAP, du CAMAT et puis un peu plus récemment des socles Java et .NET avec des frameworks Angular et Blazor pour le front. Ces stacks permettent de mettre en place, on a mis en place en interne, en développement interne, une centaine d'applications. Ces centaines d'applications ont été développées en interne et on a aussi 170 applications externes qui ont été développées en externe ou qui sont des progiciels. Ces applications sont de toute taille. On peut avoir des très grosses applications, on les a comptées à 13 à peu près, dans les applications internes, jusqu'à des toutes petites applications pour répondre à un besoin très précis sur un domaine métier particulier. À cela, pour maintenir toutes ces applications, on a un pôle de chefs de projet, de développeurs de 50 entités, 50 personnes qui maintiennent cela. Ces 50 personnes, on peut dire que ça fait beaucoup, mais par rapport au nombre d'applications, finalement, c'est pas si énorme que ça. Il y a beaucoup de partage d'applications et d'informations. Au vu de ce contexte et de ce nombre d'applications et de l'évolution qu'il y a eu, on a une problématique au CIEN, c'est que ce soit les développeurs, les chefs de projet, les architectes ou les décisionnaires, les directeurs, pour choisir, quand on doit développer une nouvelle application, choisir sur quel stack on doit travailler, sur quelle évolution on doit faire, comment on doit travailler et comment choisir. Donc c'est vraiment un peu le chaos des fois. Ce qui a amené une première question auprès de la direction, il a été décidé de changer et puis de rationaliser les technologies. Et on s'est posé la première question,
Pourquoi changer? Mathieu va vous répondre à cette première question. Alors effectivement, pourquoi changer? Je pense qu'en écoutant Yannick, on a déjà une esquisse de réponse qui se dessine. Le premier point, effectivement, c'est de travailler sur la taille de la stack technique dont nous disposons aujourd'hui. Le but étant de la réduire et surtout de la moderniser. On veut éliminer les technologies vieillissantes et on veut introduire des nouvelles technologies qui amèneront leur lot d'avantages. Le deuxième point, c'est un point un petit peu antagoniste au premier, c'est quand même garder la possibilité de choisir une technologie qui est adaptée en fonction de la typologie des projets qu'on doit mettre en œuvre au sein du CIEN. Effectivement, ça va à l'inverse d'une stack réduite et pour garder cette possibilité de choisir la technologie, le mieux c'est encore de sélectionner des technologies très capables et capables de répondre à un vaste panel de types de projets. En parallèle de ces deux points-là, le troisième, il concerne l'infrastructure du CIEN. On a la volonté de la moderniser et notamment d'introduire les mécanismes de containerisation, de faire reposer notre infrastructure davantage sur la containerisation. On voudrait aussi profiter de ces changements pour, dans la mesure du possible, soulager nos équipes, les 50 personnes dont je parlais tout à l'heure, et réduire le temps de maintenance, la valeur ajoutée pour tous nos clients, les services que l'on sert. Elle ne réside pas vraiment dans la maintenance, vous le savez, elle réside plutôt dans notre capacité à innover, à leur proposer des solutions nouvelles qui répondent encore mieux à leurs besoins. Donc on veut vraiment réduire cet effort de maintenance qui nous pèse aujourd'hui. Le dernier point, c'est si possible régler une autre problématique, c'est les départs en retraite, c'est quelque part un fléau qui nous guette. Le personnel partant à la retraite emporte bien souvent dans son bagage des compétences clés sur des technologies dépassées et on doit s'occuper de ce risque de perte de compétences. Donc ça, ce sont tous les objectifs auxquels le changement doit répondre. Et en fin de présentation, on reprendra ces objectifs et le bilan se basera là-dessus. La suite de la réflexion, elle nous a amené à nous intéresser au low-code et à Mendix. Alors déjà, dans un premier temps, pourquoi le low-code nous intéresse? Peut-être si vous êtes venu nous écouter aujourd'hui, vous vous y intéressez aussi déjà. Notre espoir, c'est que le low-code permette de créer des applications simples rapidement, donc afin de répondre rapidement à des besoins plutôt simples de nos clients. C'est vraiment ce qu'on espère trouver en utilisant ce type de technologie. Maintenant, pourquoi Mendix? Le premier argument là-dedans, c'est la position qu'occupe Mendix sur le marché aujourd'hui. C'est un des leaders en termes de part de marché, mais aussi en termes de qualité de l'outil de développement qui est proposé. Donc Mendix repose sur un déploiement simple aussi, via conteneur. Ça correspond à notre objectif de modernisation de l'infrastructure. Suivant le mode de déploiement de Mendix, j'y reviendrai plus tard, qui est choisi, on a la possibilité de garder la souveraineté des données, des applications et de l'infrastructure. Là aussi, on est soumis à un cadre légal qui nous empêche évidemment de faire n'importe quoi à ce niveau-là. Donc c'est un argument important. Et puis le troisième argument qui a pesé aussi dans la décision, c'est l'existence de Mendix Academy qui permet de se former rapidement et efficacement sur cette technologie. Alors afin d'introduire cette plateforme efficacement, on a décidé d'adopter une stratégie qui s'articule autour de deux axes. Le premier axe, c'est au niveau de l'architecture. Donc, notre stratégie, c'était d'opter pour un mode de déploiement qui s'appelle Mendix for Private Cloud. Alors, le schéma peut paraître un petit peu compliqué comme ça, mais il est relativement simple. Cette architecture repose sur l'introduction de clusters Kubernetes hébergés au sein de notre infrastructure au CIEN, donc dans les data centers neuchâtelois, qui
qui sont entièrement gérées par nos soins. Les applications qui sont déployées au sein de ces clusters, les applications qui sont développées avec Mendix sont déployées au sein de ces clusters. Et finalement, les seuls éléments qui sont présents sur Mendix Platform sont les repositories qui servent au versionning, donc qui ne sont accessibles que par les membres de notre organisation, du CIEN. Le backlog Mendix qui sert aussi à gérer les fonctionnalités demandées, mais c'est une fonctionnalité qui est présente au sein de Mendix Portal, mise à disposition, mais nous utilisons à l'interne du CIEN un autre outil. Donc on ne s'en sert pas. Et puis les modules de la marketplace, eux aussi sont hébergés au sein de la plateforme Mendix, mais ils sont publiés en mode privé, ce qui permet de limiter leur accès qu'aux membres du CIEN également. Il existe un mode public qui permettrait de publier des modules à disposition de tous les utilisateurs Mendix, bien sûr. Le deuxième axe de notre stratégie se situe plutôt au niveau humain. Donc là, on a mis en place, pour introduire Mendix dans l'administration neuchâteloise, une task force de développement. Elle est composée de 7 personnes qui ont des backgrounds divers et variés, tous employés au CIEN. Parmi elles se trouvent des personnes qui ont un profil de responsables de projets de développement, comme Yannick et moi-même, ou bien de développeurs full stack en .NET, ou alors encore de développeurs sur des outils de type CRM ou Fiori pour ce qui est lié à SAP. Il a fallu former ces personnes. Le niveau de connaissance de Mendix à la base était de 0 pour l'ensemble de l'équipe. Donc Mendix Academy a été particulièrement utile. Pour vous en dire 2 mots, c'est une plateforme qui traite beaucoup de sujets différents sur la technologie Mendix. Et on a décidé de demander à l'ensemble de la task force d'atteindre le niveau de certification de Rapid Developer, qui est le premier niveau de certification sur Mendix Academy. C'était le critère pour commencer les développements. Il y a aussi avec Mendix une idée de citizen developer, donc c'est la possibilité de mettre dans les mains de personnes qui n'ont a priori pas de connaissances particulières en informatique l'outil de développement. C'est quelque chose qui est possible de faire, mais dans le cadre de l'introduction de Mendix au CIEN, on a estimé que du côté de nos métiers, les responsables de projet sont dans leur grande majorité trop peu sensibles aux problématiques de conception d'applications pour pouvoir leur faire confiance à ce niveau-là. Donc on a décidé d'abandonner cette idée de citizen developer dès le départ dans notre contexte. Maintenant que vous y voyez un petit peu plus clair sur la stratégie qu'on a mis en place au CIEN pour cette introduction, Yannick va vous parler un petit peu plus en détail de la mise en œuvre. Pour la mise en œuvre, on a établi une feuille de route pour démarrer. Dans un premier temps, on a souhaité déjà sélectionner une définition de POC, donc d'applications pouvant être mises en place et pouvant servir de proof of concept pour valider l'utilisation de Mendix. L'objectif de ces POC, c'était de prouver qu'on arrivait à pouvoir travailler avec Mendix. Donc on a sélectionné sur la base de cahiers des charges, en pesant la maturité et la définition des besoins, en ayant quelque chose de mature pour éviter de perdre du temps au démarrage, de vérifier si on avait une variété suffisante de fonctionnalités pour pouvoir identifier les limites éventuelles de Mendix, et de pouvoir interfacer, d'avoir une application qui puisse s'interfacer dans le reste de l'écosystème. Donc c'était un choix de choisir des applications qui avaient de nature à aller chercher des infos dans d'autres outils. L'autre critère de choix a été aussi une application qui devait représenter des projets qu'on a l'habitude de traiter au CIEN. Donc ça va être un volume de travail suffisant pour être représentatif pour le futur,
Si on partait sur une petite appli basique qu'on faisait en une semaine, ça n'avait pas de sens. Donc on a pris des applis quand même suffisamment significatives et pouvant intégrer une taille d'équipe de 2 ou 3 personnes maximum. Les applis choisies ont été une première application Macadam, qui est une application pour les services des ponts et chaussées. Donc c'est une application métier qui était une application anciennement Access. Donc là on est vraiment sur la source de besoin de remplacer ces applications, ces outils qui sont supportés par des vieilles technologies telles que Access. Avec cet outil avait un cahier des charges très mature. L'idée, c'était de pouvoir aussi le sélectionner pour valider qu'on arrivait à faire une authentification avec du SSO et qu'on arrivait à interfacer avec notre GED Zerfor et le géoportail SITN en intégrant une map pour localiser les interventions des laboratoires sur l'état des chaussées. Donc c'est vraiment afficher une carte et pouvoir la localiser précisément une intervention. L'autre application a été un projet, c'est un projet un peu plus gros, c'est une application sur les impôts. Donc il y a un projet en interne qui est la refonte globale des systèmes de taxation de l'État, qui actuellement se repose sur du Uniface et du Packbase. C'est aussi des vieilles technologies. Là, Mendix va s'intégrer d'une autre façon. Pour Macadam, c'est vraiment, on fait tout en full Mendix. Là, Mendix vient en couche supplémentaire à SAP et Fiori, c'est-à-dire il vient s'intégrer à un besoin que Fiori ne couvre pas pour avoir des applications un peu plus souples et un peu plus user-friendly pour les utilisateurs. L'objectif ici, c'était de pouvoir forcément faire aussi du SSO, mais interfacer surtout, vérifier l'interfaçage avec SAP. C'était une demande forte et c'est un besoin de simplifier ou de pouvoir travailler plus facilement avec SAP. On a aussi ce problème de ressources avec les SAP où il est difficile de trouver des personnes connaissant Fiori, connaissant la BAP. Donc c'est un challenge de pouvoir construire d'autres applications sur SAP. Une fois choisies ces applications, nous avons défini des étapes. Donc ces étapes, on ne les a pas mis dans un espace temporel parce qu'elles se sont faites en parallèle. On a défini l'architecture sur la base de ce que vous a montré tout à l'heure Mathieu. On a mis en place la stratégie d'intégration dans notre système d'information, construit les environnements, formé les équipes, donc via la plateforme de Mendix et via un accompagnement d'experts Mendix par la société SmartWave, on y reviendra tout à l'heure. On a créé aussi des composants réutilisables, donc c'est le template qu'on appelait des starter apps qui permettent de démarrer une nouvelle application facilement avec une structure déjà prête pour le CIEN avec des outillages communs. On a mis en place des UI communes, c'est-à-dire au projet standard qu'on avait déjà en .NET, on avait un UX designer qui nous avait fait une UI, on l'a adapté sur Mendix pour que toutes les applications du CIEN soient identiques et on a mis aussi en place une UI propre à Fiori pour que les gens qui utilisent SAP passent de Fiori à l'application Mendix sans être trop perdus en gardant une identité visuelle commune. On a construit aussi le connecteur SSO, comme on a dit tout à l'heure. Puis après, on a initialisé les projets, donc avec les kick-offs, en compagnie des métiers, en leur construisant les maquettes. Ce qui a été important pour nous, c'est que ces maquettes, on les a construites avec le métier sur la base de l'UI qu'on avait dans Mendix, en échangeant facilement avec Mendix sur ces maquettes et en travaillant en mode agile. Puis on a aussi construit, et ça c'est encore en cours de développement, c'est les modules spécifiques sur la cartographie et les connecteurs à notre GED. Comme j'ai dit tout à l'heure, ces étapes se sont déroulées un peu en parallèle durant les 6 derniers mois. Certaines sont achevées, d'autres sont en cours de mise en place. Au niveau jalon,
la mise en place de Mendix n'a pas commencé il y a 6 mois. Il y a eu une première étape avec des ateliers décisionnels qui ont été portés par la direction pour voir ce qu'était Mendix. Ils sont allés interroger des experts pour voir comment on pourrait l'intégrer, voir sur une semaine comment on pourrait l'intégrer dans notre système avant de vraiment démarrer. Donc ça, c'est une étape qui s'est passée à peu près l'année dernière, sur l'automne dernier. Le vrai démarrage avec la formation d'équipe a été en avril, avec le passage des certifications des équipes. Les débuts des projets au mois de mai, accompagnés des 2 métiers qu'on avait, que ce soit le service des ponts et chaussées et le service des impôts. Puis en juillet, on avait décidé de faire un point intermédiaire pour voir comment s'est déroulé notre suivi et comment se déroule la mise en place de ces outils. Et en fin septembre, c'est-à-dire dans une semaine, il y a une décision qui sera faite pour la poursuite ou pas de Mendix, officielle par le comité de direction interne. Pour nous aider à atteindre ces objectifs, on a établi une stratégie d'accompagnement que Mathieu va vous présenter. Alors tout à fait, afin de respecter ces jalons, on a décidé de se faire accompagner, pour mettre toutes les chances de notre côté. Nous avons choisi la société SmartWave pour nous accompagner. Elle nous a accompagnés au niveau de 3, sur 3 axes, dirons-nous. Dans un premier temps, elle nous a aidé à définir l'architecture globale interne et à mettre en place cette fameuse infrastructure en container nouvelle ossienne. Le deuxième point, ça a été la création d'une marketplace privée avec le développement des modules spécifiques dont nous avons parlé tout à l'heure, pour les besoins spécifiques de nos applications, mais aussi les templates applicatifs nécessaires au démarrage uniforme des futurs projets qui seront menés et développés en Mendix ossienne. Et puis le troisième axe d'accompagnement, ça a été au niveau de la formation des collaborateurs. Certes, Mendix Academy remplit son rôle et nous apporte toutes les informations de base, mais quelques journées de mise en pratique avec des exercices spécifiques ont été plus que bienvenus dans notre cas, et également un support occasionnel pour aider à lever des blocages qui peuvent survenir au quotidien lorsqu'on démarre sur une technologie de développement comme celle-ci. Les collaborateurs qui ont été ainsi formés se sont réunis pour former un pôle de compétences. Alors la mise en place de ce pôle de compétences, elle avait aussi plusieurs objectifs. Le premier, ça a été d'être une zone de partage d'expérience. Le deuxième, ça a été de définir des normes de travail, parce que les échanges peuvent parfois déboucher sur des bonnes pratiques, l'émergence de bonnes pratiques. Et ces bonnes pratiques et ces normes sont entérinées par ce pôle. Elles sont discutées et vraiment presque votées par ce pôle de compétences. Ce pôle, c'est aussi l'occasion de soumettre les difficultés rencontrées et de converger vers une ou plusieurs solutions techniques. Et c'est aussi, en dernier point, l'occasion de prendre la température de l'équipe par rapport au travail qu'on est en train de faire. Donc, ça permet d'identifier les difficultés et les problématiques des développeurs sur l'utilisation de Mendix. Où en sommes-nous au bout de 6 mois, puisque c'est une démarche qui a démarré en mars. Au bout de 6 mois, alors ce qu'on peut constater factuellement, c'est que la formation sur le développement Mendix a été vraiment rapide comparée à une stack web traditionnelle, que ce soit en Java ou .NET, en ce que nous connaissons. Le développement aujourd'hui est jugé vraiment efficace, c'est-à-dire que les maquettes sont réalisées facilement et rapidement. On a pu mettre en place des ateliers réguliers de co-conception avec le client pour vraiment
éclairer les zones du cahier des charges, qui est resté encore dans l'ombre. Et puis, l'avance aujourd'hui dans les deux projets dont on vous a parlé tout à l'heure, Macadam et Impo, est jugée excellente. Dernièrement, et là au niveau plutôt de l'infrastructure, on a un environnement de test qui est existant sur notre infrastructure, et les deux applications POC sont aujourd'hui déployées dans cet environnement de test et accessibles exactement comme on le souhaite. Les diapos qui suivent, c'est des petits aperçus quelques écrans significatifs des applications qui ont été réalisées jusqu'ici. Vous avez un petit aperçu de Macadam qui est une application de gestion relativement standard. Donc il s'agit ici d'un formulaire de saisie de données un petit peu compliqué. On a des zones de formulaire qui dépendent des éléments sélectionnés ailleurs dans le formulaire. Donc on a un layout un petit peu spécifique aussi, qui reprend ce qui existe au niveau des applications développées en .NET Ocean. Donc on a une interface graphique unifié avec l'existant, parce que c'est le fameux module UI qui a été développé pour l'occasion. Et puis on a aussi l'intégration de la cartographie qui a déjà été réalisée et qui est tout à fait fonctionnelle aujourd'hui. Là, vous avez un aperçu d'un des écrans de l'application Impo, un formulaire relativement simple, mais qui cache une fonctionnalité plutôt complexe. C'est une fonctionnalité de recherche avancée qui offre la possibilité d'aller chercher des informations qui sont dans SAP aujourd'hui. Ça se passe comme ça. Quand on saisit du texte, on a vraiment une recherche avancée, fonctionnelle aussi aujourd'hui. Finalement, quel est notre retour d'expérience par rapport au pôle de compétences qui a été mis en place? Comment ça s'est passé pour le pôle de compétences, pour la task force mise en place pendant ces 6 mois? Alors c'est intéressant de constater différentes choses. L'adoption déjà est différente suivant le background de la personne qui a fait du développement sur Mendix. Le développeur classique qui est très habitué à coder peut ressentir quelques frustrations de s'éloigner du code, surtout s'il a beaucoup d'expérience là-dedans. Et puis de l'autre côté du spectre, le chef de projet non développeur, lui, peut connaître des difficultés à aborder la conception d'applications propres au contexte Mendix, alors que le développeur peut avoir des facilités là-dedans. Il faut garder en tête que c'est un constat au bout de certains 3 mois, d'autres 6 mois d'utilisation. Donc on espère que ces ressentis vont s'estomper aussi avec le temps. Le besoin d'adaptation au versionning Mendix, effectivement le versionning repose sur Git, qui doit être, je pense, quelque chose de familier pour la plupart d'entre vous. Pour nous aussi c'était très familier, mais s'adapter à la façon dont Mendix utilise Git, il faut de l'adaptation, il faut s'adapter un petit peu, c'est pas tout à fait standard, et puis ça provoque un certain manque de fluidité aujourd'hui lorsqu'on est dans un contexte de collaboration sur une seule et même application. Donc ça aussi il faut s'habituer, et je pense que c'est quelque chose qui deviendra plus fluide à l'avenir. On doit aussi mettre en avant la nécessité d'un accompagnement pour accélérer la mise en place vraiment de la plateforme, aussi bien au niveau de la formation, comme j'en parlais tout à l'heure. Bien que les tutoriels Mendix soient abondants et bien construits, déjà ils sont en anglais, ça peut poser problème pour certaines personnes peu familières avec l'anglais, et puis ils sont parfois un petit peu superficiels et parfois un petit peu trop directifs. On a l'impression d'être sur un rail et ça ne facilite pas les mécanismes de mémorisation des concepts qui sont abordés. Donc un accompagnement est bienvenu ici. Aussi de par l'interaction humaine qui permet tout simplement de pouvoir répondre à des questions qui viennent sur le moment, très rapidement et très efficacement.
Et puis on a aussi profité de toute l'expertise technique de SmartWave, aussi bien au niveau de la définition de l'architecture et faire en sorte que ça fonctionne avec l'environnement existant de notre système d'information, qu'au niveau du développement applicatif. Donc ça a été vraiment un support intéressant pour franchir certains caps dans l'introduction de cette plateforme. Quel est le bilan aujourd'hui de cette démarche? Donc on va reprendre un petit peu les objectifs dont j'avais parlé en début de présentation. Est-ce que nous avons réussi à diminuer et moderniser notre stack de développement? Alors, je dirais pas que l'objectif est atteint, mais il semble atteignable aujourd'hui grâce à Mendix, parce que c'est un bon candidat pour remplacer au moins la moitié de notre stack vieillissante. Et on va pouvoir renouveler pas mal des applications, justement elles aussi vieillissantes, par l'utilisation de cette technologie-là. Est-ce qu'on peut toujours choisir la technologie en fonction de la complexité? Alors là, oui, on s'attendait à ce que Mendix réponde aux besoins, comme je disais, simples de nos clients. On se rend compte aujourd'hui que Mendix peut répondre à bien davantage que ça, pas seulement aux besoins simples, mais aussi aux applications de taille moyenne, voire un peu complexes. On peut tout à fait, ou disons, au moins, pas forcément complexe, mais très interconnecté. La Mendix est un bon candidat justement pour s'interfacer avec le reste du système d'information. C'est tout à fait optimal pour ça. Donc Mendix, on constate que ça permet de couvrir le spectre des applications simples et moyennement complexes pour nous. Est-ce qu'on parvient à moderniser l'infrastructure? Alors là, oui, de fait, Mendix repose sur une architecture qui se base sur des containers, donc oui, de fait, c'est un principe qui maintenant est en place, et notre IT s'est formé sur la question aussi, et est capable aujourd'hui de gérer ces clusters de manière quasi autonome. Est-ce que le temps de maintenance sera réduit? Ça, on ne peut pas le dire. On peut pas dire qu'aujourd'hui c'est un objectif qui est atteint, mais vu la rapidité de développement qui est atteinte aujourd'hui, on peut tout à fait prévoir que le temps de maintenance sera réduit de la même façon. Et le dernier objectif, c'était le problème des départs à la retraite. Ici, l'objectif n'est clairement pas encore atteint, parce que le gros des départs à la retraite ne s'est pas encore fait, mais une technologie comme ça nous permet de dessiner une option supplémentaire pour le développement de nos applications vieillissantes et le renouvellement de ces applications. Donc le risque de perte de compétences sur ces technologies-là, il s'en voit mitigé, clairement. J'arrive à la fin de cette présentation. Avant de vous laisser la parole, je voulais simplement remercier toute l'organisation de Swiss IT Forum, parce qu'on est bien accueillis aujourd'hui, et SmartWave pour nous avoir invités à faire ce retour d'expérience. Pour l'anecdote, il y a 2 ans, on était parmi vous dans l'audience, et c'est vrai qu'un retour d'expérience d'une autre administration nous avait particulièrement intéressés.